Leroy Boulanger. Je suis très contente que vous soyez là. On est ici ce matin parce que à l'automne 2015, le CAPRES a travaillé sur un grand dossier portant sur des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en enseignement supérieur. Cet hiver, nous avons décidé, à partir de ce grand dossier-là, de proposer 6 webinaires qui reprennent différents axes qui étaient proposés dans chacune des sections du dossier. L'objectif, c'est d'essayer de prendre l'information qui est dans le dossier, mais d'y accoler aussi des exemples plus pratiques, de voir comment ça se passe tant dans les établissements collégiales qu'universitaires. Donc, les webinaires, c'est un peu la réflexion qu'on a quand on développe, quand on cherche nos panélistes, c'est d'essayer de dire, bon, ben, à partir du dossier, comment l'exemple de praticien ou de professeur, de conseiller pédagogique, d'enseignant pourrait venir nous aider à mieux comprendre le dossier. Parce que le webinaire, je le dis, c'est pas une formation, c'est vraiment un lieu où on veut pouvoir échanger entre les panélistes, mais aussi avec les participants. Donc, gênez-vous pas, tout au long du webinaire, vous allez être appelés à poser des questions, à partager votre expérience. Vous avez à cet effet-là deux façons de le faire. Il y a le volet conversation que vous voyez en bas, où vous pouvez poser vos questions directement en les tapant. On va avoir un animateur qui va s'assurer de les ramener de vive voix et de les poser à nos panélistes. Il y a aussi la possibilité de lever la main. Vous voyez un petit icône en haut. Vous pouvez lever la main et dire que vous voulez poser une question. À ce moment-là, on va débloquer le micro. C'est comme vous le préférez. Comme vous voyez, les webcams sont seulement pour les panélistes parce que si on utilise trop de webcams, on finit par brûler notre bande passante. C'est le webinaire au complet qui passe. Donc, on garde les visuels pour nos webinaires. Comme je vous disais, les micros sont a priori fermés. Si vous levez la main, on va les débloquer pour que vous puissiez nous poser une question. Complètement à gauche, vous avez le numéro pour un support technique au besoin. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez téléphoner au 418-657-4288. Le webinaire est enregistré. Nous, c'est que par la suite, pour les gens qui n'ont pas pu y participer, on fait une captation, un montage et on le rend disponible sur le site web. D'ailleurs, les 2 premiers webinaires qui ont eu lieu sont déjà en ligne actuellement. Pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a le grand dossier qui est sorti. Dans ce dossier-là, il y avait une section qui portait sur l'enseignement et l'apprentissage dans une optique de développement de l'étudiant et la réussite de la formation. Ce webinaire-là est en lien avec cette section-là. Notre objectif, c'est vraiment comme je vous disais, de créer un espace d'échange pour être mieux outillé lorsqu'il est le moment d'identifier des stratégies pédagogiques adaptées à chacune de ces situations auxquelles vous pouvez faire face dans votre pratique. Une place particulière sera faite à l'enseignement explicite et au rôle qu'il peut jouer dans la réussite. Mais bref, moi, je m'éloigne, je vais disparaître, je vais laisser la place à mon animateur qui là vient de disparaître, mais on va sûrement le voir apparaître dans quelques secondes. Je vous montre juste un peu le déroulement du webinaire. Vous voyez, le PowerPoint est quand même tout petit. Vous avez chacun un petit icône qui est marqué plein écran. Vous pouvez cliquer dessus. Ça vous le donne juste pour vous. Vous voyez le webinaire apparaître, la planche apparaître en grand. En cliquant sur plein écran, il va disparaître. Donc, si vous avez besoin, gênez-vous pas. Tous les PowerPoints sont aussi déjà déposés sur le site web, sur la page web du CAPRES associée au webinaire. Elle est écrite à gauche. J'ai un frère qui vient de disparaître, je viens de revoir mon animateur apparaître. Dans la note à gauche, en bas, vous avez la page du webinaire. Si vous prenez ce lien-là, vous allez avoir accès aux biographies des panélistes, aux présentations et aussi à beaucoup de sources qui ont été proposées par les différents panélistes. Bref, il va y avoir... Tout de suite après, je laisse la place à M. Vassar qui va nous parler des stratégies pédagogiques dans la perspective de l'étudiant et de l'approche programme. M. Bissonnet qui va venir nous parler d'un résumé d'une étude FODAR qu'il a faite. Par la suite, on va avoir M. Bouffard qui va nous parler de l'enseignement explicite et d'autres stratégies. Mme Boucher qui va nous parler des stratégies pédagogiques, mais dans une posture de conseillère pédagogique. Et par la suite, la même chose par Mme Doré, mais dans une posture d'enseignante. On a une section pour des périodes de questions générales à la toute fin, mais toutefois, il
va y avoir des petits moments de questions là, après chacune des présentations. Comme je vous disais, gênez-vous pas. Les panélistes aussi, vous allez voir, ils vont probablement s'auto-poser des questions, donc vous êtes bien ouverts. Moi, juste avant de vous laisser, je vais vous présenter notre animateur, M. Bissonnette. M. Bissonnette enseigne au niveau universitaire depuis 2008. À la TELUC comme professeur à l'unité d'enseignement et de recherche en éducation depuis 2012. Son domaine de spécialisation est l'intervention en milieu scolaire. Pendant plus de 25 ans, il a travaillé auprès des élèves en difficulté et du personnel scolaire dans les écoles de niveau primaire et secondaire, ainsi qu'en centre jeunesse. Il s'intéresse aux travaux sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles, à l'enseignement explicite, à la gestion efficace des comportements, ainsi qu'aux approches et moyens pédagogiques favorisant la réussite des élèves en difficulté. Bref, vous êtes en bonne main. Je vais laisser M. Bissonnette vous présenter les autres panélistes. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, je souhaite un beau bonjour à tous. Bien content de pouvoir animer ce webinaire-là. Je vais présenter rapidement chaque personne qui va intervenir et les gens pourront compléter leur présentation s'ils jugent qu'il y a des choses importantes à rajouter à partir de ce que j'aurai présenté. Alors, le premier intervenant, c'est M. Vasseur. D'abord enseignant au niveau collégial, puis aide pédagogique individuelle. Il a ensuite œuvré comme conseiller pédagogique pendant 20 ans. M. Vasseur s'est beaucoup intéressé à l'approche dite par compétence dont il a contribué à l'implantation dans le réseau collégial. Il a maintes fois été interpellé à titre d'expert en développement de systèmes de formation, notamment en Afrique du Nord, et de spécialiste en évaluation des apprentissages. Aujourd'hui retraité, M. Vasseur agit comme consultant auprès de différents acteurs du réseau de l'enseignement supérieur. Ensuite, M. Bouffard, Germain Bouffard, pendant 35 ans, à tour de rôle, il a été professeur, conseiller pédagogique, de même que directeur des études au Cégep de Lévis-Lauzon. Par la suite, il s'est joint à l'équipe des responsables de stage rattachés au programme menant à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisé, un DESS, en enseignement collégial à l'Université Laval, où il a travaillé 6 ans. Il est maintenant retraité. Madame Caroline de Boucher a été professeure de psychologie au Cégep de Bécomo et au Collège Mérissi. Elle travaille maintenant comme conseillère pédagogique au Cégep de Lévis-Lauzon. Au cours des dernières années, l'engagement dont elle a fait preuve par rapport au programme d'études l'a amené à s'intéresser notamment aux innovations pédagogiques ainsi qu'à la réussite des étudiants qui en sont à leur première année de leur parcours au niveau collégial. Madame Sylvie Doré. Madame Doré est professeure en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Elle a un intérêt marqué pour la pédagogie universitaire et compte de nombreuses réalisations innovantes dans ses cours, ce qui lui a valu d'être récipiendaire en 2010 du prix d'excellence en enseignement de l'Université du Québec sur le volet réalisation. Le projet MAPES, c'est-à-dire modélisation de l'approche programme en enseignement supérieur, est une prolongation naturelle de ses intérêts. En effet, en qualité de doyenne des études de l'ETS de 2003 à 2009, elle a participé au développement de nombreux programmes. Elle a siégé sur le comité institutionnel sur l'intégration des qualités du BCAPG dans les programmes de l'ETS et a co-dirigé le comité de révision du programme de génie mécanique. Elle compte plusieurs collaborations avec les autres membres du projet MAPES. Elle a déjà travaillé étroitement avec Mme Josiane Basque, qui est une de mes collègues à la Téléuniversité, pour la conception et la mise en œuvre d'un cours à distance asynchrone portant sur l'ingénierie pédagogique. Elle a participé aussi avec Jacinthe Tardy dans 2 projets FODOR qui ont mené à la réalisation de 6 ateliers de formation offerts dans plusieurs constituantes du réseau de l'UQ. Elle a également travaillé avec Mme Ginette Dumont et Jacinthe Tardif au sein du GRIP, c'est-à-dire un groupe d'intervention et d'innovation pédagogique au sein de l'Université du Québec. Finalement, elle a présidé l'Association internationale de pédagogie universitaire de 2012 à 2014, après avoir été membre de l'exécutif de la section Amérique pendant près de 9 ans. Elle a également siégé sur le conseil d'administration de la Canadian Engineer Education Association, c'est-à-dire l'Association canadienne de l'éducation en génie de 2010 à 2013. Je vais donc maintenant laisser la parole au collègue M. Vasseur. Bonjour. Je vais faire un bref tour d'horizon de ce que contient la section du dossier qui porte sur l'accroissement de la réussite à l'éducation supérieure qui traite de l'enseignement et de l'apprentissage dans les cours. Si vous avez participé à
deuxième de nos rencontres, de nos webinaires, ou si vous avez regardé le webinaire sur le site du CAPES, vous vous souvenez que durant cette rencontre, on a abordé des ressources des étudiants qui favorisent de façon plus marquée leur réussite, c'est-à-dire qui influencent de façon favorable leur engagement, leur apprentissage, leur progression par rapport à leur situation de départ, leur développement et évidemment leur atteinte des buts et objectifs de formation, leur transfert des apprentissages et leur satisfaction à l'égard de la formation. Pendant cette rencontre, on a présenté les ressources des étudiants sous l'angle de l'état d'esprit de développement ou de ce qu'on appelle là, plus habituellement le growth mindset. Vous en avez la représentation sur la diapositive. Et c'est aussi autour de ce growth mindset, de cet état d'esprit de développement que je vais aborder 5 rôles des enseignants et des actes pédagogiques qui sont associés à ces rôles et qui ont un impact favorable sur le développement des ressources des étudiants qui, elles, favorisent la réussite ou qui permettent d'accroître cette réussite-là. Donc, on va parler brièvement de 5 rôles des enseignants: planifier, élaborer des cours dans le but de mener à la réussite, orchestrer, animer l'apprentissage, dynamiser le développement des étudiants, accompagner la progression et permettre l'émancipation de l'étudiant. Je vais accorder un petit peu plus de temps au premier rôle et aux actes pédagogiques, à certains actes pédagogiques dont la recherche nous dit qu'ils ont un impact plus important ou qui peuvent avoir un impact plus important sur la réussite des étudiants et qui sont liés à ce premier rôle-là. Pourquoi un temps un peu plus important? Parce que à propos des autres rôles, il y a des actes pédagogiques plus connus d'une part, puis d'autre part, ces actes pédagogiques-là découlent aussi de la conception et de l'élaboration qu'on a faite des cours. Donc, il s'agit de concevoir, d'élaborer des cours de façon à atteindre les résultats de la formation, à ce que les étudiants intègrent les apprentissages, deviennent la personne que l'on souhaite dans le cadre du programme d'études, de faire en sorte que l'étudiant croisse le plus possible et s'investisse pour se faire le plus possible dans sa formation. Ce que la recherche nous indique à propos de l'éducation supérieure et de la conception de l'élaboration des cours, je le résume là, dans le tableau qui suit. D'un côté à gauche, ça va être comme ça pour chacun des tableaux, vous avez certains actes pédagogiques qui sont indiqués très brièvement, et vous avez les effets de ces actes pédagogiques-là à droite là, sur les attitudes et les comportements d'apprentissage des étudiants. Évidemment, dans la mesure où les actes pédagogiques sont intentionnels, sont posés efficacement et de façon éclairée, c'est-à-dire en se basant sur ce qu'on sait à propos de ces actes-là et de leur efficacité. La première chose qui apparaît assez clairement dans la recherche, c'est que de formuler des attentes ou des exigences élevées a un effet favorable sur la réussite des étudiants. Qu'il vaut mieux, mais disons ça simplement, qu'il vaut mieux viser plus haut que plus bas. Plus la cible de la formation est claire, plus les étudiants ont l'occasion de faire l'expérience dès le début des cours, de ce qui est visé à l'intérieur de chaque cours. Plus ils sont en mesure de jauger leur situation actuelle par rapport à ce qui est visé dans le cours. Plus ils sont en mesure de reconnaître l'intérêt d'atteindre ce qui est visé dans le cours, et plus ça aura d'effet sur leur apprentissage, sur leur réussite et sur leur degré de réussite. Ça apparaît assez clairement dans nombre de recherches. Ce qui est plus nouveau, je dirais, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, probablement avec l'apparition de l'approche par compétences, c'est qu'on constate que quand on planifie à rebours les cours, c'est-à-dire que plutôt que de les planifier à partir du contenu, on les planifie à partir des cycles de formation, des résultats qu'on va atteindre, des démonstrations d'apprentissage que les étudiants seront appelés à faire, des tâches qu'ils devront devenir capables de réaliser. Plus on planifie un cours, donc, à partir des résultats, pour déterminer ensuite les apprentissages essentiels, puis pour réfléchir ensuite sur le parcours possible pour mener les étudiants, compte tenu de leurs caractéristiques actuelles, vers l'atteinte
de ces résultats-là. Plus on le fait, plus on conçoit des structures qui sont fondées, structures de cours, des modules, des étapes qui sont fondées sur des défis accessibles aux élèves, sur des changements qui tiennent compte des difficultés des apprentissages, des écueils possibles, des conceptions des étudiants. Plus on fait en sorte que les étudiants connaissent, comprennent la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, plus ils adhèrent à cette stratégie-là et plus il y a de chances que la réussite soit au rendez-vous et que cette réussite-là soit élevée. Dernier élément de planification et d'élaboration que la recherche met en relief et dont l'importance est reconnue, c'est de recourir à des structurants quand on planifie et élabore les cours qui sont en lien direct avec l'apprentissage et avec les objets d'apprentissage. Ça veut dire que quand ce qu'on cherche à viser, c'est le développement d'une compétence, l'intégration d'une compétence, alors il vaut mieux construire un cours en se référant aux étapes de développement d'une compétence. On pourra revenir à ces étapes-là si ça vous intéresse. Quand il s'agit d'acquérir, ce sont plus des concepts. Quand il s'agit d'organiser les connaissances, une façon efficace de le faire, c'est amorcer l'apprentissage sur la base d'énoncés qui questionnent les étudiants ou d'idées phares. Ça va créer une dynamique sur laquelle on pourra revenir plus tard. Quand il s'agit plutôt de développer des habiletés opératoires, quand ce que les étudiants doivent acquérir, c'est des façons de faire. Disons comme en mathématiques, c'est l'exemple le plus simple où les étudiants doivent apprendre à traiter et à résoudre des problèmes. On a constaté ces dernières années qu'une mise en pratique espacée plutôt qu'une mise en pratique concentrée à un moment, une mise en pratique des apprentissages qui est étalée sur toute la durée de la session plutôt que de passer d'un objet à un autre objet à un autre objet, puis une mise en pratique imbriquée, c'est-à-dire où les étudiants ont à résoudre des problèmes de divers types et nettement plus efficaces pour l'apprentissage et pour la réussite que les stratégies habituelles. Alors, on va retrouver ces dimensions-là. Je vais changer de diapositive. On va retrouver ces dimensions-là quand il s'agit d'animer ou d'orchestrer l'apprentissage. On sait par exemple que toutes les méthodes, pas une en particulier, toutes les méthodes dans la mesure où elles ont un caractère actif, dans la mesure où l'enseignant maîtrise ces méthodes-là, est à l'aise pour les utiliser, dans la mesure où elles conviennent aux situations dans lesquelles se trouvent les étudiants, toutes les méthodes actives, les méthodes qui amènent les étudiants à s'engager dans la réalisation de tâches, qui les amènent à traiter de l'information, qui les amènent à réfléchir, à se questionner, à remettre en question, à comparer des points de vue, à comparer des façons de faire, à formuler des hypothèses, à raisonner, à communiquer entre eux. Toutes ces méthodes-là ont un impact accru sur l'apprentissage des étudiants et sur la réussite. De la même façon qu'on sait que le fait que des enseignants modélisent leur façon de penser, leur façon de faire face à des problèmes, donnent accès à leurs processus mentaux, aux questions qui se posent, aux démarches qu'ils effectuent, aux éléments sur lesquels ils portent leur attention. Toute cette modélisation-là, active les processus mentaux des étudiants, crée plus confiance chez eux en leur capacité de réussir, accroît leur sentiment de contrôle, active leur démarche cognitive. Alors, on sait que toutes ces méthodes-là ont en commun de favoriser une plus grande réussite et une réussite plus élevée. Je vais dire à peine un mot, bien que ce soit extrêmement important, sur le recours aux travaux d'équipe, à l'apprentissage collaboratif, au groupe d'apprentissage coopératif, parce qu'essentiellement, le processus est le même. Sauf que plutôt que d'être dans une dynamique entre l'enseignant et les étudiants, on est dans une dynamique entre étudiants activée par l'enseignant qui met en situation des activités de collaboration. Mais on sait que dans tous ces cas-là, si l'accent
mis sur le fait que les étudiants, entre eux, contribuent à leur apprentissage et à leur maîtrise des tâches en s'observant, en clarifiant leur façon de penser, leur façon de faire, en les comparant, en explorant différents points de vue, en réfléchissant. On sait que l'apport social des étudiants, entre eux, à leur propre apprentissage, a un impact aussi considérable. À la fois sur leurs attitudes, à la fois sur leur comportement, à la fois sur leur sentiment de sécurité, à la fois sur le développement du raisonnement, du jugement. Je n'irai pas plus loin à ce propos-là parce qu'il y a une dimension dont il faut absolument parler qui est l'accompagnement de la progression de l'étudiant. Je dirais essentiellement sous deux angles, puis dans nombre d'études et de méta-analyses, c'est l'un des facteurs les plus importants de l'accroissement de la réussite que l'exercice de ce rôle-là d'accompagnant de l'enseignant. Tant dans ses actes de type relationnel, c'est-à-dire tant dans ses interactions avec chacun des étudiants, l'attention portée à chacun des étudiants, l'intérêt porté à chacun des étudiants, les manifestations de bienveillance, les manifestations de reconnaissance de l'étudiant pour ce qu'il est, dans ce qu'il est, mais aussi de reconnaissance de son potentiel, les encouragements. Tous ces éléments-là ont un impact considérable, puis quiconque a enseigné le sait, sur les attitudes et les comportements des étudiants. Mais plus encore, tout ce qui relève du coaching, c'est-à-dire tout ce qui est soutenu par l'évaluation formative, tout ce qui concerne des rétroactions qui ne sont pas centrées sur les résultats, mais plutôt sur les processus, qui permettent aux étudiants d'avoir prise sur leurs apprentissages, je dirais de tout ce qui permet de guider la progression des étudiants. On le sait, puis Attila l'a largement mis en évidence, tout ça a un effet, je dirais, souvent incroyable, puis souvent rapide, Dweck en parle aussi, sur la progression de l'étudiant par rapport à sa situation actuelle ou antérieure, puis sur le développement de l'étudiant. Les deux derniers aspects que je souhaite mettre en relief, c'est que tout ce dont il a été question jusqu'ici, ce sont des espèces d'échafaudage, des efforts d'étayage pour soutenir l'apprentissage. Le dernier effort d'étayage de l'enseignant, ces derniers actes pédagogiques, entre les derniers dont je traite, sont ceux qui veulent faire en sorte que l'étudiant s'émancipe, c'est-à-dire qu'il ait de moins en moins besoin de l'enseignant. Ça peut aller de l'enseignement de la métacognition et du growth mindset à l'enseignement de la réflexion sur les ressources qu'on met en œuvre quand on apprend, sur ses démarches d'apprentissage, sur ses stratégies d'apprentissage, aider l'étudiant à employer ses ressources, ses démarches, ses stratégies, à en employer de plus efficaces, de meilleures. C'est aussi le soutenir en matière d'attribution causale, en identification de facteurs que l'étudiant peut contrôler, sur lesquels il peut agir et qui peuvent permettre d'améliorer son apprentissage. Dernier élément sur lequel je veux mettre l'accent, c'est qu'en soi, dans chacun des cours, tous ces actes-là sont bénéfiques. Leur combinaison l'est encore plus. Mais ce qui est encore plus bénéfique, c'est d'inscrire ces actes-là dans une approche programme. C'est-à-dire de combiner les apports sur ces plans-là des différents cours à une même session, d'une session à l'autre et d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on pense la réussite de l'étudiant, son développement, sa progression, sur la durée de sa formation, plutôt que seulement à l'échelle de chacun des cours. Essentiellement, c'est ce qui ressort dans le document qui est inscrit dans le dossier sur l'accroissement de la réussite, de la recherche que j'ai faite sur les analyses, les méta-analyses valables à propos des actes pédagogiques efficaces en enseignement supérieur. Je pense que ça rejoint d'assez près ce que M. Bissonnette a aussi mis en lumière dans sa recherche PODAR. Bon,
On est vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra de M. Bon, Litton. j'y reviens. Probablement que les propos sont trop, trop déséquilibrants, c'est pour ça que la connexion a tendance à sauter. Je caricature. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que les points de convergence me semblent l'engagement de l'étudiant, la sollicitation d'étudiants, les interactions entre les étudiants eux-mêmes, les interactions entre les étudiants et l'enseignant. Donc, bref, ce sont des moyens où on essaie de faire autre chose que simplement présenter un contenu avec quelqu'un qui écoute sans qu'il y ait échange avec lui, sans qu'il y ait questions posées qui provoquent la réflexion, qui amène la prise de notes, qui amène des échanges. Bref, ce qui est ressorti de mon analyse, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une approche qui va se démarquer nettement des autres, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ce qu'on retrouve au primaire pour secondaire en passant. Mais, à travers la diversité, à partir du moment où on sollicite l'étudiant, qu'on le place dans une situation où on va le faire travailler en bon Canadien français, on va le solliciter, on va le questionner, on va lui demander d'échanger, de discuter et ainsi de suite, je pense qu'on a là les ingrédients d'une recette gagnante pour faire en sorte qu'on soit capable de provoquer la réussite du plus grand nombre. Alors voilà grosso modo ce qui résume le mieux la recherche que j'ai effectuée. Je répète qu'elle est disponible sur le site du CAPRES, donc c'est des gens qui veulent se la procurer. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'entendre mes collègues sur ce que je viens de dire dans une perspective un peu de prolongement. Qu'est-ce que les autres collègues ont à mentionner au sujet des pratiques, des meilleurs moyens pour faire réussir nos étudiants à travers différents rôles, des rôles de conseiller pédagogique, des rôles d'enseignant, des rôles plus larges. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Bouffard, qui pourra nous entretenir également là, sur des pratiques pour être capable de faire réussir les étudiants. OK. Alors, je me suis intéressé aux questions entourant l'enseignement explicite lorsque j'encadrais de jeunes enseignants, futurs enseignants, qui faisaient leur DESS en enseignement collégial à l'Université Laval. Et j'étais leur superviseur de stage et j'allais les voir en classe lorsqu'ils enseignaient. Le réflexe d'un jeune enseignant, d'un enseignant novice, c'est d'enseigner comme on lui a enseigné, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre eux, d'enseigner la biologie de façon magistrale, d'enseigner la psychologie de façon magistrale. Et certains d'entre eux s'en tiraient relativement bien, mais un bon nombre d'entre eux couraient à l'échec. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qu'il fallait leur enseigner, c'est leur enseigner de mettre leurs étudiants en action, et ça, très rapidement, après un très bref exposé magistral. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la littérature entourant l'enseignement explicite. Et comme j'étais à l'Université Laval, j'étais proche de M. Clermont-Gauthier, que j'ai rencontré quelques fois, et qui avait écrit un superbe volume qui s'appelait un très bel article sur l'enseignement explicite en 2005, qui m'a inspiré. Au printemps dernier, j'ai publié avec ma collègue Caroline Boucher un article dans la revue Pédagogie collégiale qui s'intitule L'enseignement explicite peut-il convenir au collégial? La raison pour laquelle on a mis ce titre-là, c'est que l'enseignement explicite, c'est une méthode qui a fait ses preuves au primaire et au secondaire, et ça a été très peu utilisé. Il y a eu très peu de littérature sur l'application de l'enseignement explicite au niveau collégial. Alors, on a donc fait une petite recherche là-dessus, puis on a commencé notre recherche. On nous a demandé en pédagogie collégiale de de placer notre intervention dans un cadre plus grand, et le cadre qu'on a utilisé, c'est le cadre de celui élaboré par John Hattie, qui avait écrit oui, ça va? Qui avait écrit Visible Learning et Visible Learning for Teachers.
Et c'était notre cadre qu'on a fait. Alors, qu'est-ce que John Hattie a fait dans ses 2 bouquins? Il a fait des méga-analyses de près de 900 méta-analyses qui rassemblaient près de 60 000 recherches qui ont impliqué, surtout dans le monde anglophone, plus de presque 250 millions d'étudiants. C'était donc une base de données colossale. Et M. Hattie a fait une échelle graduée pour placer l'impact, mesurer l'impact des différentes interventions auprès des étudiants. C'est une échelle graduée qui va de moins 0,2 à 1,2, puis elle mesure l'ampleur d'effet des différentes initiatives des enseignants. Les performances des étudiants inférieures au groupe de contrôle, ben, ça va scorer sous 0. Et, dit-il, 90% des interventions, 90% des initiatives des étudiants scorent au-dessus de 0. Hein? Alors, c'est positif en général. Sauf que la moyenne des effets mesurés sur la performance scolaire était de 0,4 et lui, disait-il, il faudrait privilégier des actions auprès de nos étudiants qui ont un effet supérieur à 0,4. Et il a fait, dans ses études, il a étudié différents angles d'observation pour expliquer les différentes performances scolaires. Alors, il a étudié les études qui parlaient de l'étudiant lui-même, hein, ses caractéristiques psychosociales, son milieu familial. Il y a eu des milliers d'études qui traitaient du milieu familial des étudiants, des études qui ont parlé de l'école, de l'enseignant, des programmes, ce que les Américains et les anglophones appellent le curriculum, et aussi des méthodes d'enseignement. Il a étudié des différentes méthodes d'enseignement, il a rassemblé des méta-analyses portant sur les méthodes d'enseignement et sur toutes les angles qui sont énumérés avant sur ma diapositive. Et les méthodes d'enseignement les plus efficaces, c'est-à-dire celles qui scorent au moins au-dessus de 0,4, ben je vous les offre ici. Alors, c'est les méthodes d'enseignement où les enseignants offrent des objectifs comme des défis stimulants, les méthodes où l'enseignant dit clairement ses objectifs. Lorsque l'enseignant utilise des schémas de concept, utilise la résolution de problèmes, l'enseignement coopératif, utilise la pratique délibérée, la rétroaction, l'évaluation formative, c'est la méthode pédagogique qui score le plus fort dans les méta-analyses faites par John Hattie, et aussi, en termes de méthode d'enseignement efficace, il y a l'enseignement direct. Alors, je vais vous dire un petit mot sur l'enseignement direct, qui n'est pas l'enseignement explicite, mais c'est intéressant parce que ça a précédé l'enseignement explicite, l'enseignement direct. L'enseignement direct, son concepteur, c'est Siegfried Engelmann de l'Université d'Oregon, qui avait participé dans les années 60-70 à la plus grande expérimentation pédagogique jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Follow-through. Alors, la méthode d'enseignement que Engelmann avait utilisée dans le cadre de cette expérimentation, c'est une méthode extrêmement encadrée, très minutieusement planifiée par les concepteurs de la méthode. Le nom de la méthode, c'était DISTAR. Et pour toutes les disciplines enseignées à des enfants qui allaient de la maternelle jusqu'en 3e année, et c'était des enfants qui étaient dans des milieux défavorisés. Alors, ils ont élaboré des méthodes de lecture, d'écriture, de mathématiques, et ces méthodes étaient axées sur les connaissances à transmettre le plus efficacement possible. Alors, John Hattie reprend la méthode de Engelmann et dit, on peut dire que la méthode de l'enseignement direct a 7 étapes. Hein. On commence, l'enseignant doit avoir des objectifs clairs et il doit les transmettre au début de sa classe, au début de sa leçon. Il doit transmettre ses critères d'évaluation. Il doit avoir une amorce de cours qui suscite l'engagement de ses élèves. Ensuite, il procède par modelage, pratique guidée, et il doit faire une conclusion qui consolide les acquis au terme de la leçon, et après ça, il met ses étudiants en pratique indépendante. Alors, en enseignement direct comme en enseignement explicite, l'enseignant est un activateur et non un facilitateur. C'est extrêmement important dans la pensée de John Hattie et de Engelmann. Alors, Hattie a mesuré l'ampleur de l'effet des méthodes dans lesquelles l'enseignant est un activateur
et dans lequel l'enseignant est un facilitateur. Il y a plusieurs dizaines de méthodes sur lesquelles il y a eu des centaines d'études, et lui a fait une méga-analyse, des méta-analyses qui étudiaient l'efficacité relative des méthodes selon que l'enseignant est un activateur et selon que l'enseignant est un facilitateur. Alors, l'activateur fait apprendre des contenus de manière systématique, structurée, explicite. Le facilitateur adopte une démarche centrée sur le rythme et les préférences des étudiants. La mesure à laquelle arrive John Hattie, c'est que quand l'enseignant est un activateur, la mesure, l'impact sur la performance des étudiants est de 0,6, alors que quand l'enseignant utilise une méthode d'enseignement où il agit comme un facilitateur, sa mesure d'impact est de 0,17. Donc, les méthodes d'enseignement direct, explicites, sont plus efficaces que les méthodes qui utilisent des pédagogies de type découverte. Alors, il y a une variante de l'enseignement direct qui a été élaborée par Barak Rosensheim de l'Université d'Illinois. Et il y a une très belle phrase de Rosensheim qui résume l'ensemble de sa démarche. Il dit les modèles instructionnistes, c'est là où l'enseignant est un activateur, considèrent que les pratiques pédagogiques sont efficaces lorsque le professeur commence par passer en revue les prérequis, met en relation la matière du jour avec les apprentissages antérieurs et aborde ensuite, par petites étapes, la nouvelle matière. Il alterne courte présentation et questions. Après la présentation, le maître organise des exercices dirigés jusqu'à ce que les élèves aient été contrôlés et aient reçu un feedback. Viennent ensuite les exercices individuels que l'on poursuit jusqu'à la maîtrise autonome du nouvel apprentissage par l'élève. Alors, vous avez là le cœur de ce que c'est que l'enseignement explicite selon Barak Rosensheim. Alors, il y a 3 moments dans l'enseignement explicite. Le modelage, où l'enseignant dit « je fais ». Et ça dure, c'est bref. Dans son exposé, ça peut durer 10, 12, 15 minutes maximum. Ensuite, la pratique guidée. Ça, c'est le cœur de l'enseignement explicite. C'est-à-dire que l'enseignant fait de la pratique guidée avec ses étudiants. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et ensuite, la pratique autonome, c'est-à-dire, après nous faisons ensemble, on peut lui dire à l'étudiant « tu fais maintenant ». Alors, qu'est-ce que c'est que le modelage? Alors, on présente par petite unité, du plus simple au plus complexe, la nouvelle notion, le nouveau concept. On explique à haute voix les liens entre les connaissances antérieures, les stratégies sont explicitement démontrées. Ce que l'enseignant fait, là, c'est qu'il démontre une pensée experte à l'œuvre. C'est un biologiste averti qui enseigne à ses étudiants. C'est un mathématicien expert qui enseigne à ses étudiants. Il pose de fréquentes questions et donne des exemples et des contre-exemples très nombreux. Il nous reste environ une minute. La pratique. Est-ce que c'est possible d'accélérer un petit peu, M. Bouffard? Il nous reste environ une minute. D'accord. Alors, il y a je vais vous laisser consulter le PowerPoint, puis vous verrez qu'il est question de la pratique guidée où l'enseignant questionne, observe, réoriente, valide et consolide, puis corrige les conceptions erronées. C'est très intéressant, puis je voudrais signaler un article fascinant paru dans Pédagogie collégiale à l'hiver 2014, écrit par un professeur de chimie d'André Laurando qui s'appelle Caroline Cormier, où elle a fait une étude auprès de 2500 finissants du collégial en sciences de la nature, où elle démontre que près de la moitié des étudiants ont des conceptions erronées en chimie, même s'ils réussissent leur cours. Alors, au moment de la pratique guidée, le déracinement des conceptions erronées, c'est à ce moment-là que ça se fait. Et ensuite, c'est la pratique autonome qui doit viser jusqu'à la fluidité. Alors, c'est en gros les 3 étapes de l'enseignement explicite. On terminait notre article en disant, est-ce que on doit seulement utiliser la stratégie de l'enseignement explicite? Puis on disait non. La pratique de l'enseignement explicite est très bien ajustée lorsqu'on introduit de nouveaux concepts à de jeunes étudiants qui n'ont pas d'expérience. Et au fur et à mesure que l'étudiant progresse dans sa formation au collégial,
on va enlever des éléments de soutien pour le mettre de plus en plus dans des situations authentiques et de enlever le système d'échafaudage qu'on met en place lors de l'enseignement explicite. Voilà, je m'arrête ici. Alors, merci, M. Bouffard. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser à M. Bouffard à partir de ce qui a été présenté? Je vais laisser quelques secondes aux gens pour pouvoir le faire et se poser les questions s'il y en a. Et je vais tout de suite en profiter pour donner une information que les gens sur laquelle pourraient être intéressés. Vous avez fait, M. Bouffard, beaucoup d'allusions aux travaux de John Hattie. C'est un incontournable actuellement en éducation. Le dernier livre de John Hattie, celui qui a été fait à l'intention des enseignants, donc Visible Learning for Teachers, je suis en train de le traduire avec Michel Janot de l'Université de Montréal pour la Fondation Chagnon. Et le livre sera disponible probablement à l'automne 2016 aux presses de l'Université du Québec. Donc, étant donné que cet auteur-là est devenu comme un incontournable un peu partout dans le monde, la Fondation Chagnon a décidé de le traduire et de le rendre accessible aux gens du monde de l'éducation. Donc, il y a peut-être des gens qui pourraient être intéressés par l'ouvrage en question. Je vois qu'une étudiante pose la question suivante. Lors d'un atelier de formation qui tient une seule fois, est-ce que l'enseignement explicite reste la meilleure approche? Super. Tout dépend du niveau du groupe d'étudiants. Si le groupe d'étudiants possède une maîtrise articulée des concepts qui vont être abordés lors de cette leçon-là, c'est pas nécessairement l'enseignement explicite qui va être le mieux adapté. Mais si les étudiants sont introduits à de nouveaux concepts, l'enseignement explicite est vraiment adapté dans cette circonstance. Autre question d'une participante. Est-ce qu'il y a des stratégies qui seraient particulières pour des élèves doués ou des élèves surdoués? J'ai jamais fait de réflexion sur cette question. OK, à ce moment-là, si vous me permettez, je pourrais tenter d'y répondre. Les travaux sur l'enseignement explicite sont soutenus fortement actuellement par la théorie de la charge cognitive de John Sweller. Et ce que Sweller a été capable de montrer, c'est que l'enseignement explicite est particulièrement bénéfique pour les gens qui commencent dans un domaine et qui n'ont pas beaucoup de connaissances préalables. Mais à partir du moment où on fait face à un individu dont le bagage de connaissances est bien meublé, l'enseignement explicite peut être nettement moins efficace, pour ne pas dire nuisible. C'est ce qu'on appelle l'effet, il y a comme un effet de renversement qui se crée lorsqu'on enseigne à des gens qui ont un bagage de connaissances extrêmement bien meublé. Il n'est pas nécessaire de procéder avec modelage, pratique dirigée, pratique autonome. C'est ce qui m'a amené, moi, et tantôt vous avez parlé de Clermont-Gauthier, à proposer, quand un enseignant va faire un choix de pédagogie, il y a 3 critères avec lesquels il devrait baser sa réflexion. La première question, le premier critère, c'est à qui je m'adresse. Si la personne à qui je m'adresse possède peu de connaissances antérieures, ça peut être utile de commencer avec un enseignement qui est très explicite. Mais si la personne qui est devant moi possède beaucoup de connaissances, c'est probablement moins nécessaire. La deuxième question, c'est quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche. Si la tâche est complexe et nouvelle, il est probablement
préférable de fournir beaucoup de support au début. Et si la tâche représente un prolongement de quelque chose qui a déjà été fait, c'est probablement pas nécessaire de débuter avec modelage, pratique guidée et pratique autonome. Et la dernière question, et non la moindre, c'est de combien de temps je dispose. Parce que même avec des élèves doués, par exemple, leur faire découvrir un concept, c'est quand même plus long que si on l'enseigne. Donc, à partir du moment où on veut faire un choix d'approche pédagogique, si on se base sur la théorie de la charge cognitive de John Sweller, on devrait faire nos choix en fonction de ces 3 critères-là. Parfait, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait, excellent. Bonjour, merci pour la présentation du début. En fait, là, brièvement, j'arrive en fait avec une explication terrain. Ça fait depuis 2006 que je suis dans le réseau en tant que conseillère pédagogique. Et puis, mon rôle, en fait, m'amène à me positionner parfois au niveau de mon institution, où on doit animer certaines assemblées départementales ou certains programmes, ou des fois animer des journées pédagogiques. Et puis, je vous dirais que la majeure partie de mon travail, c'est de recevoir les demandes des professeurs dans mon bureau. Les demandes qui sont de façon individuelle. Donc, un professeur puis je vais suivre en fait avec la projection PowerPoint que je vais tourner à l'instant. Le professeur m'arrive avec différents défis pédagogiques. Certains professeurs de carrière ou des professeurs qui commencent dans le domaine vont arriver et vont me dire écoute Caroline, moi j'ai des étudiants qui sont vraiment anxieux, qui viennent me voir constamment, qui m'inondent de questions, alors qu'en classe, j'ai pas du tout de questions. La période de disponibilité à la veille des examens est extrêmement sollicitée. Je m'aperçois qu'ils n'ont pas compris les concepts de base. Puis là, je dois répéter pour ces étudiants-là. D'autres professeurs vont arriver puis vont me dire écoute, moi j'ai des étudiants qui passent plus de temps que ce qui est de recommandé à écrire un travail. Pour le résultat aussi, ils sont très déçus, les étudiants. Ils vont déposer un projet en fait là où ils ont mis beaucoup d'heures, puis au final, ils atteignent plus ou moins bien les critères. D'autres étudiants en fait ont bien réussi un problème mais ils ne savent pas pourquoi. Puis comment? Ils ne sont pas capables d'expliquer en fait leur démarche. C'est très questionnant pour le professeur. Je pourrais vous en donner tout plein là, des exemples. En fait, là, mais vous comprenez le topo. Dans le fond, les profs viennent me voir, ils ont une préoccupation par rapport à un groupe, par rapport à un étudiant, puis ensemble, on travaille pour améliorer la situation. Ma démarche, elle se veut, comme je le disais tantôt, très terrain. En fait, là, j'ai pas la prétention d'avoir fait une revue littérature sur les étapes là, de ma démarche. Là. Mais par contre, ce que j'ai compris à travers les années, c'est très important avec le professeur de situer le cours dans le programme. Par exemple, un étudiant qui s'inscrit, qui suit un cours en première session, bien, ça va être différent d'un étudiant en pré-U en session 4 ou un étudiant en fin complètement technique là, en session 6. Les étudiants de première année, première session, ils nous arrivent du secondaire avec une façon différente d'avoir appris et puis ils nous arrivent avec une maturité aussi différente, avec des préoccupations particulières. Donc, la pédagogie doit être adaptée à cette clientèle-là versus la clientèle qui est en session 4 ou en session 6 où là, on doit mobiliser en fait les savoirs puis leur offrir la possibilité de toucher à des situations qui sont authentiques ou de transférer leurs connaissances dans des défis qui sont très stimulants. Avec le professeur aussi, je vais identifier le niveau de compétence à atteindre, ainsi que les finalités de son cours aussi. Dans le cours, quel est le niveau de la compétence? Est-ce qu'on parle de l'acquisition de nouveaux concepts? Là, vous voyez en fait là, que c'est vraiment en ligne directe avec ce que M. Vasseur, M. Bissonnette et M. Bouffard a dit précédemment. Donc, est-ce qu'on est dans l'acquisition de nouveaux concepts ou au contraire, on mobilise ces concepts-là vers une intégration de concepts ou vers la création, l'évaluation ou la découverte là, de nouveaux savoirs? Les stratégies, bien entendu, pédagogiques, elles seront adaptées par rapport à ces constats-là. Donc, ce qui est privilégié, en fait, là, avec les étudiants, puis ce que je regarde avec le professeur, c'est d'orienter davantage là, une stratégie d'enseignement qui veut de l'ordre du cognitivisme au départ. Quand on est avec des étudiants qui maîtrisent peu les concepts, c'est très important de construire leur corps à outils, puis c'est comme ça que je travaille avec le prof. Je me dis, c'est quoi la meilleure stratégie qui va permettre, en fait, d'asseoir les fondements, d'asseoir les concepts fondamentaux auprès des étudiants pour qu'ensuite, ils soient capables de les déployer puis d'aller chercher un autre niveau de connaissance. Puis, quand je travaille avec des professeurs qui sont en fin de cursus, à ce moment-là, on regarde ensemble comment on peut tabler sur les concepts fondamentaux pour être capable de les faire bouger vers
vers une connaissance ou à tout le moins une intégration là, des acquis là, qui se veut plus mature. J'ai été en discussion avec des professeurs de philosophie dernièrement, puis qui me disaient, des professeurs quand même d'expérience de 10-15 années d'enseignement, qui m'ont dit, écoute, nous, on a fait toutes sortes de choses. En pédagogie de première session, quand on présente l'allégorie de la caverne, par exemple, au départ, on distribuait le texte aux étudiants, puis on leur disait, qu'est-ce que vous avez compris de ça? Puis on s'apercevait en fait là, que tranquillement, on jouait beaucoup sur la motivation de certains étudiants. Les étudiants plus forts à ce moment-là étaient capables de se démarquer dans les groupes, alors que les étudiants là, qui avaient déjà un préjugé négatif par rapport à la philosophie n'avaient pas vraiment compris là, ce niveau de texte-là, étaient complètement discartés là, de la classe. Donc le professeur maintenant ce qu'il fait, c'est qu'avant de présenter ce texte-là, qui est quand même assez ardu, mais qui est une belle introduction à la philosophie, va cibler des concepts particuliers, pas tous les concepts, des petites bouchées. Il cible des concepts particuliers, il les explique pour que l'étudiant tranquillement ajuste sa lunette à la nouvelle discipline de philosophie. Et puis le résultat est vraiment intéressant, tant sur la motivation des étudiants que sur le niveau de réflexion après ça. On embarque tout de suite, en fait, là, sur une certaine maturité de discussion où là, on peut aller chercher un autre niveau de connaissance. Donc, l'important, en fait, quand on travaille avec des nouveaux concepts, ce que j'explique aux professeurs, c'est non seulement on assoit les concepts, on développe leur coffre à outils, on les sécurise aussi dans leurs apprentissages. C'est très important de tabler sur le fait que ils ont à consolider les nouveaux apprentissages, ils vont y arriver, puis on va travailler petite bouchée par petite bouchée. On va situer les apprentissages aussi dans le programme. Pourquoi c'est important ce concept-là? À quoi cela va-t-il leur servir au cours de leur formation? Puis, on les soutient, en fait, là, par l'entremise de différentes stratégies. Puis là, on peut embarquer, en fait. C'est pas nécessairement de présenter les concepts, mais c'est de les faire vivre, de les engager, de les garder actifs, nos étudiants. Donc, on peut présenter les concepts par cours exposés, ou on peut présenter les concepts avec des podcasts, ou avec des vidéos, ou avec des schémas de concepts aussi. Mais c'est vraiment de prendre le temps de construire le coffre à outils, comme elle expliquait tantôt. Alors, rapidement, ou en fin de présentation, là, quelques exemples, comme j'expliquais tantôt, lecture d'un texte philosophique, on en marque vraiment dans un autre niveau, qui est très intéressant quand on prend la peine d'expliquer les concepts fondamentaux. Même chose aussi pour la rédaction d'un texte philosophique. Qu'est-ce que c'est une argumentation? Quand le professeur là, définit ce que c'est en classe, l'étudiant va prendre moins de temps pour réaliser la tâche, va ressortir une satisfaction différente aussi, va se sentir compétent, puis ça va avoir une incidence bénéfique sur sa motivation. En bureautique, un programme pour lequel, avec qui j'ai travaillé au cours des dernières années, on a un cours conception de site web qui arrive en 4e session sur un cursus de 6 sessions. Conception de site web, en fait, les étudiants qui arrivent dans ce cours-là connaissent les applications, connaissent les rouages, en fait, de la bureautique, connaissent le vocabulaire. Donc, on part de leurs acquis, puis tranquillement, on greffe les nouveaux concepts en lien avec la formulation web qui vont leur permettre là, de construire là, des sites web. En revanche, leur dernier cours qui était porteur de l'épreuve synthèse de programme où on parle de l'entreprise-école, les étudiants doivent répondre à des besoins du milieu ou à des besoins de la communauté également. Dans ce contexte de réalisation-là, un enseignement explicite, un enseignement plus direct ne tiendrait pas la route en fait. Donc, on travaille davantage avec une pédagogie qui est active, une pédagogie qui est de l'ordre de la découverte pour amener ces étudiants-là à répondre aux besoins clients, à mobiliser leur savoir, puis à être en mesure, en fait, d'avoir un livrable qui est attendu pour les attentes des clients. Dernier exemple très concret, en fait, mathématiques. Comment on fait pour garder les étudiants actifs aux mathématiques, comment on fait, en fait, pour diminuer le préjugé défavorable que certains étudiants ont. J'avais l'exemple d'une collègue, en fait, là, qui, pour différentes raisons, sa classe, elle est hétérogène à un point tel où elle a génie chimique, génie mécanique, maintenance industrielle devant elle, avec des acquis différents. Ce qu'elle fait en début, en fait, elle va démocratiser ce que c'est les mathématiques. Elle vérifie les acquis, pas nécessairement avec un examen diagnostique, mais par certains exercices. Pour savoir, en fait, là, les étudiants se situent où. Puis par la suite, elle va présenter le nouveau contenu.
Puis quand elle le présente, elle table là, sur la métacognition, qu'elle nomme pas comme ça, mais elle table en fait là, sur sa démarche, comment elle fait pour décortiquer les formules mathématiques, pour ensuite, en fait, mettre les étudiants rapidement en pratique. La pratique solo, la pratique par les pairs, puis là, on embarque là, les autres stratégies, en fait, où on rend les étudiants actifs. Bref, mon propos aujourd'hui, en fait, c'est de ne pas faire l'éloge, en fait, d'une stratégie plus qu'une autre, mais de s'arrêter vraiment au contexte, puis de regarder l'étudiant, il part de où, puis où on souhaite l'amener, notre étudiant, pour être en mesure d'utiliser les bons outils, puis être capable, en fait, comment je pourrais dire, être capable de bien situer l'étudiant dans ses apprentissages, puis de le mobiliser aussi, d'aller susciter sa motivation pour le garder engagé dans son processus, dans son projet d'études. Ça compléterait en fait ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, tout à fait. En fait, quand on travaille avec des professeurs d'expérience, c'est des professeurs qui ont appris par le magistral, c'est des gens qui sont aussi habilités à soutenir une classe de façon très, très, très habile, de façon magistrale, en fait, pendant plusieurs heures. Puis, il faut partir de leurs forces. En fait, moi, je travaille toujours avec les forces du professeur. Puis, à ce moment-là, j'essaie tranquillement de répondre à sa frustration, parce que forcément, il vit quelque chose en classe d'un peu négatif. Donc, en fait, on travaille là-dessus pour être en mesure là, de satisfaire ses besoins puis de servir les étudiants aussi. La clientèle étudiante, elle change également. C'est une clientèle étudiante là, qui bouge, qui est dans l'instantanéité, qui a grandi, en fait, avec la possibilité de faire plusieurs choses en même temps. Donc, leur façon de penser et leur façon de réagir, elle est différente. Alors, avec le professeur, en fait, c'est de regarder tranquillement des petits changements. Par exemple, de faire une évaluation diagnostique ou de regarder quels sont les acquis des étudiants. Ils partent de où, vos étudiants? Les étudiants de la réforme du secondaire, là, on avait toute peur là, au début, là, à la fin des années 2000, pardon, là, de 2009 à 2010, on avait très peur là, de les recevoir, alors que quand on mesurait leurs acquis, au final, les acquis étaient sensiblement là, les mêmes. Donc, on part des acquis des étudiants, puis on regarde comment on peut travailler avec sa force qui est magistrale pour mettre les étudiants davantage en pratique puis les engager aussi. C'est pas tout la satisfaction des étudiants, mais c'est aussi, est-ce que les étudiants, c'est pas tout la satisfaction du professeur, mais la satisfaction des étudiants aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'ils en ressortent et quels sont les acquis au terme de leur formation également, parce que ces acquis-là vont servir dans d'autres cours du programme qui sont très importants. Je ne sais pas si mes autres collègues ont une réponse à cette très belle question là, qui est très concrète et très réaliste. D'accord, merci beaucoup, M. Bissonnette. Alors, je voudrais remercier mes prédécesseurs parce que vraiment, vous avez mis la table de façon magistrale. Il n'y avait aucun jeu de mots qui était intentionné là. Tout comme Caroline Boucher, je vais prendre une approche très, très pratique. Alors, je vais partir de mon expérience comme enseignante pour vous faire part de 3 exemples et voir comment j'ai essayé de relever les défis auxquels je faisais face. Alors, les 3 exemples sont partis de questions ou de constats que les étudiants m'ont fait. Alors, la première, c'est que les étudiants voyaient pas trop pourquoi le programme était conçu comme il l'était. Alors, la question que je recevais, c'est moi je pensais qu'à l'ETS, à l'École de technologie, l'enseignement était, ou la matière, ou le contenu était pratique. Comment ça se fait qu'on a autant de mathématiques et de sciences? Le deuxième, et ça m'a vraiment été dit, je vais vous expliquer dans quel contexte tantôt. Madame, vous expliquez trop bien. Et le troisième, Madame, qu'est-ce que vous feriez dans telle situation? Alors, allons-y. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'École de technologie supérieure parce que ça conditionne un petit peu les questions et la façon dont j'y ai répondu. Alors, l'ETS est une école d'ingénieurs et contrairement aux autres écoles d'ingénieurs de la province et du pays, le gros de notre clientèle provient du secteur technique. Donc, ce sont des techniciens. Ils ont accès au marché du travail et s'ils viennent à l'université, c'est par choix.
On a aussi, depuis 6 ans, 7 ans, beaucoup plus d'étudiants du secteur préuniversitaire aussi qui choisissent de venir à l'ETS plutôt que d'aller dans d'autres facultés. Mais comme ils n'ont pas de formation technique et que nos programmes ont été conçus pour des étudiants qui proviennent du secteur technique, ils ont 1 an de programme technique avant d'entrer dans les programmes réguliers. Et on a aussi maintenant, depuis quelques années, de plus en plus d'étudiants français qui proviennent des instituts universitaires de technologie. Et juste pour vous donner une idée, en génie mécanique, il y a 18 programmes du secteur technique qui donnent accès à notre programme de génie mécanique. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point la population étudiante est diversifiée. L'organisation du travail étudiant aussi est assez particulière. Les cours se donnent en bloc de 3 heures. Vous imaginez là, comment ça peut être long pour un étudiant, 3 heures de temps. Alors, c'est 90 minutes de cours, 30 minutes de pause, 90 minutes de cours. La pratique, tous les cours sont accompagnés de 2 heures de travaux pratiques ou de laboratoire. Et les étudiants doivent fournir de 4 à 6 heures de travail personnel, soit seul ou en équipe. Bon, à l'ETS, les stratégies qui sont généralement employées, ce sont des stratégies assez classiques fondées sur le magistral, en général. Alors, allons-y avec la première question. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mathématiques et de sciences dans le cours? Alors, j'ai constaté que, et c'est ma propre expérience aussi en tant qu'étudiante, j'ai vécu le même problème, c'est que les étudiants ont généralement pas de vue d'ensemble des étudiants. Les étudiants n'ont pas de vue d'ensemble du programme, et dans les études sur la réussite et la persévérance, une connaissance du programme est un facteur de réussite. Et comme je vous l'expliquais, ils sont un petit peu déçus, déconcertés de voir qu'un contenu scientifique aussi élevé. Et aussi, bon, j'en ai profité aussi pour les introduire aux nouvelles normes d'agrément qui est fondée sur 12 qualités. Alors, bon, j'avais ce problème-là et j'ai dit, bon, comment est-ce que je vais le résoudre? Alors, j'ai inventé une activité qui est fondée sur la définition de ce que c'est qu'un ingénieur mécanique. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se déroule. Alors, je distribue aux étudiants, là j'espère que l'hyperlien va fonctionner, je n'ai pas testé, oui, je distribue aux étudiants un feuillet qui décrit la structure du programme, ils n'ont pas besoin de lire qu'est-ce qui est indiqué là, mais juste, ils ont accès à tous les cours qui vont suivre dans le programme. Et là, je leur demande de se placer en équipe de 4 à 5 étudiants et je leur demande de me rédiger une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur ou une ingénieure mécanique? Je leur laisse une dizaine, une quinzaine de minutes. Et après ça, je demande aux différentes équipes de partager leur définition avec le reste de la classe. Et pendant qu'ils lisent leur définition, moi, je suis au tableau et je catégorise les mots-clés de leurs réponses. Bon, on passe pas nécessairement toutes les équipes en revue parce qu'à un moment donné, on sature, mais je demande après ça aux équipes qui n'ont pas donné leur définition s'ils ont un mot-clé qui n'est pas déjà apparu. Donc, juste pour éviter qu'on s'ennuie trop. Une fois que cet exercice de catégorisation est fait, je leur montre ma définition de ce que c'est qu'un ingénieur mécanique, mais cette fois-ci sous la forme d'une carte conceptuelle. Bon, encore là, pas besoin de voir le détail de la carte conceptuelle. Bon, évidemment, quand je la partage avec les étudiants, je fais des zooms, je navigue dans la carte. Mais c'est une occasion aussi pour leur montrer qu'il y a différentes façons de représenter des connaissances. Un tableau catégorisé, une carte conceptuelle, etc. Et j'utilise beaucoup les cartes conceptuelles après ça dans le cours, donc ça les introduit à la carte conceptuelle. Et on s'aperçoit qu'à travers cet exercice-là, toutes les matières du programme sont représentées dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur mécanique.
Alors, quand ils regardent à nouveau le contenu du programme, ah oui, OK, là, je comprends pourquoi on fait tel cours, là, je comprends pourquoi on fait tel cours, là, je comprends où tel cours vient dans la construction de mon identité professionnelle à venir. Et je n'ai plus jamais de questions après ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait autant de mathématiques dans notre cours, dans notre programme. Alors, la deuxième constat ou la deuxième remarque qu'on m'avait fait, Madame, vous expliquez trop bien. Alors, ça, c'est venu dans un cours de milieu de bac. C'est un cours qui porte sur les méthodes numériques où il y a un contenu mathématique que vous comprendrez, c'est un petit peu la bête noire des étudiants de l'ETS, un contenu mathématique très, très, très élevé. Et je constatais que les étudiants ne performaient pas très, très bien aux examens. Et dans ce cours-là, il y a 3 mini-projets où ils utilisent un logiciel ou une série de logiciels qui met en œuvre la théorie que l'on voit en classe. Alors, dans ce cours-là, étant donné que le contenu mathématique est très élevé, qu'ils n'ont pas, leur bagage de connaissances n'est pas très, très élevé, sans le savoir, j'avais utilisé l'enseignement explicite. Je connaissais pas le mot, mais c'est ce que je faisais. Alors, je faisais un modelage avec un rappel des connaissances. La matière était divisée en tout petits morceaux, était présentée sous forme de questions. Et je faisais souvent des liens avec les projets qu'ils devaient réaliser. L'enseignement durait 15-20 minutes. On faisait suivre ça avec des exercices que soit je faisais avec eux ou je les laissais faire et je me promenais dans la classe. Et je me disais, bon, la pratique autonome, ils vont le faire seuls à la maison. Ce sont des grands garçons, c'est presque juste des garçons. Ce sont des grands garçons. Je pensais faire affaire avec des anges, mais non. Au mieux, j'avais des bofs, beaucoup de Joe Cool. Je vais faire comme au cégep, je vais étudier la veille de l'examen, je vais réussir, pas de problème. Ou ils arrivaient la veille de l'examen et là, entraient en mode panique. Et je leur demandais, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Et c'est là que j'ai obtenu la réponse de Madame, vous expliquez tellement bien que c'est limpide et on pense qu'on comprend tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai voulu, dans ce cas-là, encourager le travail personnel sur une base régulière. Et ça, le mot important ici, c'est sur une base régulière. Alors, j'ai essayé différentes stratégies. Je leur ai dit, OK, pour 10 points, à chaque semaine, vous devez me remettre quelque chose. C'est pas un devoir. C'est un travail personnel. Vous allez me remettre une carte conceptuelle de la matière qui est à venir au prochain cours en espérant qu'ils préparent leur cours. Ben, ça n'a pas tellement bien fonctionné parce que c'était trop difficile pour eux. Alors, je leur ai dit, bon, bien, l'année suivante, ou la session suivante, constatant que ça n'avait pas tellement bien fonctionné, j'ai dit, bon, vous allez me faire une carte conceptuelle de la matière qui a été vue au dernier cours, donc au courant de la semaine. Ça a mieux fonctionné. Je commençais à avoir des sourires dans la classe. La session d'après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient de la difficulté à faire des cartes conceptuelles. Alors, j'aurais dit, mais vous avez le choix entre me remettre une carte conceptuelle ou un résumé de la matière. Ça allait déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et la session suivante, et ça, c'est vraiment la formule qui a super bien fonctionné, vous allez avoir le choix entre me remettre une carte conceptuelle, un résumé ou de participer à un quiz en tout début de cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les étudiants, sauf 5, ont fait l'une ou l'autre des activités. Les 5 qui n'ont rien fait, il y en a 4 qui ont coulé le cours et 1 qui a eu un D. Tous les autres étudiants ont eu C et plus. Et la moyenne était beaucoup plus élevée que d'habitude. Les étudiants qui me remettaient, qui ne faisaient que participer au quiz, ont réussi dans la moyenne. C'est ceux qui réussissaient moyennement bien.
Et ceux qui ont réussi, qui ont remis des cartes conceptuelles et résumées, fait intéressant, venaient toujours au début du cours pour faire le quiz. Donc, ils vérifiaient en même temps s'ils avaient bien compris. Et ce sont eux qui ont vraiment fini avec les meilleures notes et qui ont le mieux compris. Donc ça, évidemment, je partageais ça avec les étudiants les sessions suivantes pour essayer de les inciter à faire tout ça. Le troisième exemple, c'est dans un cours de fin de bac. Et c'est un cours qui était extrêmement bien apprécié, d'excellentes évaluations, mais ça faisait peut-être 2 ans ou 3 ans que je donnais le cours et avant de continuer, je dois vous dire, ça porte sur les technologies de fabrication additive. Vous savez, la fameuse impression 3D. Alors, ce sont des technologies qui évoluent excessivement rapidement, à tel point que c'est impossible de tenir des notes de cours à jour. Et les livres sont excessivement dispendieux. On parle de livres de 100, 150 $. Et pour moi, il est hors de question de faire acheter un livre de ce prix-là pour un cours optionnel dont les connaissances vont devenir obsolètes dans 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup de connaissances parce que les technologies se développent très, très rapidement. Et le cours était peu axé sur les compétences. Et il y a un jour, il y a un étudiant qui était en stage qui m'appelle et dit « Madame, j'ai suivi le cours avec vous. Mon patron me demande de faire une recommandation sur un système de fabrication additive. J'ai telle pièce à fabriquer, qu'est-ce que vous me recommanderiez? » Et là, j'ai compris que j'avais complètement, mais complètement raté mon cours. Il était beaucoup trop axé sur les connaissances et pas suffisamment sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces connaissances-là. Bon, à ma décharge, ça faisait 3-4 ans que j'enseignais et les choses ont changé beaucoup depuis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai complètement revu le cours, j'ai complètement revu le scénario pédagogique. Et là, je sais que c'est trop petit pour que vous puissiez voir, mais c'est juste pour vous dire que le cours est maintenant axé sur la réalisation de 3 activités phares. La première, qui s'appelait séminaire, mais qui a été renommée veille technologique parce que les étudiants préfèrent le mot veille technologique, mais essentiellement on fait la même chose, où là les étudiants co-construisent les notes de cours. Il y a une période d'évaluation formative dans tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un article qui a été écrit il y a quelques années sur cette activité-là. Une deuxième activité où ils construisent, ils fabriquent des prototypes avec les technologies qu'on leur enseigne. Et les connaissances et les artefacts que les étudiants produisent, ce qui est en bleu foncé, c'est réinvesti dans une 3e activité où ils développent un système expert où là, eux ont à recommander des technologies pour différentes situations. Alors, ce que je voulais partager avec vous à travers ces 3 exemples-là, c'est qu'il n'y a aucune stratégie, formule qui est universelle, et ça, je crois que les intervenants qui m'ont précédé ont bien aussi insisté sur ce point-là. Si vous êtes professeur, faites-vous confiance. Si vous êtes conseiller pédagogique, donnez confiance à vos enseignants. Je crois que le secret, c'est de bien identifier le problème, bien identifier le but que l'on recherche, adapter des formules qui existent déjà ou en imaginer des nouvelles. Je crois qu'il faut vraiment faire appel à notre imagination et valider vos solutions. Essayez de mesurer si elles sont efficaces. Vous pouvez le faire à l'échelle de votre classe. On n'est pas obligé de faire des études sur 2000, 3000, 4000 étudiants. Et dans la mesure, publiez-le, comme ça, des John Hattie de ce monde pourront se servir de ces études-là pour faire des méta-analyses. Et profitez des défis auxquels vous faites face en classe pour vous mettre en posture d'apprenante et d'apprendre sur votre métier d'enseignant. Donc, voilà. Oui, une fois que j'ai donné une formation sur les cartes conceptuelles, j'ai montré comment la faire
Et j'ai montré deux façons. J'ai montré une approche qui partait du général vers le particulier. C'est généralement l'approche qu'on utilise quand on fait une carte conceptuelle. Mais je leur ai aussi montré comment la faire de partir du particulier pour après ça généraliser en utilisant des post-it. Donc, j'aurais dit, prenez des post-it, mettez vos idées sur des post-it, puis regroupez vos post-it pour remonter vers des concepts plus centraux. Une fois que je leur ai montré à faire ça, je dirais qu'il y a au moins le 3/4 de la classe qui utilisait des cartes conceptuelles parce qu'ils voyaient la richesse de la possibilité de faire des liens. Et c'est une méthode aussi qui est très efficiente. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend beaucoup moins de temps que d'écrire en mots. Donc, beaucoup d'étudiants ont adopté cette méthode-là. Mais il faut leur montrer comment faire. J'ai répondu à la question en dactylographiant une référence à un article que j'ai écrit à l'hiver 2014 paru dans Pédagogie collégiale sur la méthode de Eric Mazur, un professeur de physique à l'université de Harvard qui réussit à faire participer des amphithéâtres entiers et donc faire de la pratique guidée là, avec ses étudiants. Alors, je vous réfère à cet article et aussi à quelques vidéos. Si vous tapez Eric Mazur sur YouTube, vous allez voir Eric Mazur en action. Alors, je ne prendrai pas plus de temps là, pour ça, mais il y a une réponse à cette question. Et j'ai une autre question peut-être pour Mme Boucher. Est-ce que l'enseignement explicite et l'enseignement vicariant, c'est la même chose? Oui. Je répète, est-ce que l'apprentissage explicite et l'apprentissage vicariant, est-ce que c'est la même chose? Je n'ai jamais rencontré le concept d'apprentissage vicariant dans notre recherche préparatoire à notre article. OK. Je vais compléter, si vous me permettez. L'apprentissage vicarien provient des travaux d'Albert Bandura. C'est l'apprentissage par imitation. Donc, il y a de grandes différences entre l'enseignement explicite et l'enseignement par imitation. L'enseignement par imitation, c'est voir un modèle et tout simplement le reproduire. Dans un enseignement explicite, il y a un effort de verbalisation de la pensée pour non seulement montrer ce qu'il faut faire, mais aussi le quand, le quoi, le où, le comment. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'informations qui est fournie dans un enseignement explicite que dans un apprentissage vicarien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont émergé dont je n'ai pas vu encore l'écriture. Je pense que non. Considérant que le temps est pas mal épuisé, et nous, on regardait une liste des questions qui ont été posées, puis on vous l'offre aussi à ceux qui sont actuellement en ligne. Si vous avez d'autres questions, parce que le webinaire est terminé, puis on tente de respecter le temps qu'on vous avait demandé de libérer pour les participer. Je n'ai pas de nous les envoyer. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous allez recevoir un courriel vous donnant toute l'information, comment nous envoyer vos questions si vous en avez d'autres. On aurait aimé avoir plus de temps pour y répondre, mais je pense que la participation de nos panélistes était très intéressante. C'était intéressant de leur laisser la place pour qu'ils puissent vous expliquer leur façon de faire et leur Bref, je tiens à remercier tout le monde pour l'animation, pour la participation, pour l'échange entre les panélistes. C'était très intéressant. Il y a 2 autres webinaires qui s'en viennent en mai et en juin en lien avec le grand dossier. Donc, tout ça est disponible sur notre site web. Tout ce qui est en lien avec le webinaire d'aujourd'hui est disponible à l'adresse que vous voyez apparaître en bas à gauche, page web du webinaire. Les PDF, les sources, on va ajouter de nouvelles sources qui ont été discutées pendant le webinaire. Donc, toute cette information-là est là. Dans quelques semaines, il va y avoir aussi la captation du webinaire qui va être disponible. Bref, je vous remercie énormément. Ça a été très, très intéressant et on espère vous revoir dans nos prochains webinaires. Merci à tous les panélistes. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.